Bonjour et bienvenue à tous à ce premier webinaire organisé par la Fédération française de badminton sur la thématique des équipements. Alors, je vais commencer par me présenter. Je suis Nicolas Galtier, je suis conseiller technique national à la Fédération française de badminton et en charge des équipements. Je suis du coup ravi de vous accueillir aussi nombreux à ce premier webinaire qui s'intitule Rénover les équipements sportifs pour accompagner le développement du badminton. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un petit rappel sur les modalités de fonctionnement. Normalement, vous avez tous le micro et la caméra désactivés. Donc, si vous voulez intervenir, réagir, poser des questions au cours de différentes présentations, vous avez la possibilité d'utiliser le chat. Je pense que vous avez un peu tous l'habitude de manipuler les outils hein, de visioconférence. Donc, voilà, si vous voulez réagir, vous pouvez via le chat. Si c'est des questions qui demandent une réponse assez courte, on réagira et répondra instantanément. Si ça demande un peu plus de temps, on vous répondra ultérieurement par mail. Voilà. Donc, je vais enchaîner avec, dans un premier temps, en vous présentant les objectifs qu'on s'est fixés pour ce webinaire. Donc, le premier, c'est de dresser un état des lieux des équipements sportifs qui sont issus de la base de données DataES notamment et de la base fédérale aussi, on verra dans un deuxième temps. Le deuxième objectif, c'est vous donner les clés, les leviers d'action pour rénover les gymnases et ce, malgré un contexte budgétaire tendu. Et puis un troisième objectif, c'est vous permettre de prioriser les actions selon l'état de la salle, les besoins et les moyens exprimés par les collectivités. Donc pour ce webinaire, le programme se compose en 5 temps. Donc un premier temps sur la contextualisation et notamment autour de la politique fédérale en matière d'équipements sportifs, puis l'état des lieux des équipements. Ensuite, dans un deuxième temps, mes collègues Xavier Voruz et Alain Hurel vous présenteront l'ensemble des leviers d'action pour se lancer dans un projet de rénovation. Dans un troisième temps, nous aurons l'intervention de l'ANDES qui va vous parler de toutes les sources de financement possibles pour les équipements sportifs. Dans un quatrième temps, nous aurons donc l'intervention de la ville de Saint-Nazaire qui nous fait l'honneur de témoigner d'une rénovation qu'ils ont menée entièrement au sein de l'un de leurs gymnases. Et puis, on terminera par le dernier mot de notre DG, Eric Salanouba, en guise de conclusion. Alors, je ne sais pas si Nathalie Huet, qui est notre élue en charge des équipements au sein de la fédération, est connectée Non, Elle, avec elle- nous. elle vient d'envoyer un message, elle ne peut pas se connecter. D'accord. OK. Bon. Elle avait un peu prévenu qu'elle aurait peut-être des problèmes de connexion puisqu'elle est en déplacement professionnel. Donc, elle nous avait promis qu'elle essaierait de trouver un petit espace pour se connecter. Bon, visiblement, ce n'est pas le cas. Donc, du coup, je vais l'excuser. Et du coup, je vais prendre un petit peu la main sur cette première partie autour de la contextualisation. Donc, en 3 temps, tout d'abord, vous parlez très rapidement de la politique fédérale en matière d'équipements. Bon, je pense que je ne vais pas vous surprendre si je vous dis que les équipements, pour nous, c'est un objectif essentiel pour la fédération, bien sûr, en tant que discipline de sport, hein, enfin, sport en salle. Sans équipement, évidemment, notre développement ne peut pas se faire. Et c'est pour ça que depuis 4 ans, on a un petit peu renforcé les moyens autour des équipements, en mettant l'accent notamment sur l'accès à de nouveaux équipements sportifs, mais pas que, également aussi à travers les équipements qui vont donc être rénovés pour rechercher des salles qui seront de meilleure qualité et plus adaptées à nos besoins techniques et d'usage. Alors pour cela, on a défini une stratégie d'action, de levier d'action qui nous permettent justement d'atteindre cet objectif. Ils sont de plusieurs ordres. Le premier, c'est améliorer le parc d'équipements existants que les clubs utilisent. Cela passe donc évidemment par la mise en conformité des salles par rapport à nos règles techniques. Un deuxième axe autour
justement de l'accompagnement des projets de construction d'équipements sportifs structurants. Donc, ce sont des salles aujourd'hui qui se construisent sur du 49-20 par 24 et 9 mètres de hauteur. Le troisième point, c'est le déploiement des salles spécifiques avec la nouvelle économie des clubs. Le quatrième, c'est le déploiement de terrains air badminton permettant voilà, de développer cette nouvelle discipline en extérieur. Et puis, un quatrième point sur l'accompagnement des ligues sur la conception de la maison régionale de badminton. Sur les travaux en cours, bon, ils sont nombreux. Donc, au-delà des missions récurrentes qu'on mène au quotidien, à savoir l'accompagnement des porteurs de projets pour les conseiller sur les aménagements des salles, mais aussi le recensement de toutes les salles que nos clubs utilisent. On a essayé on est en train de construire en fait un réseau et de le renforcer, un réseau de référents équipements pour être plus en proximité avec les porteurs de projets. Donc, pour cela, on s'efforce voilà, de proposer des formations pour les aider à être un peu plus armés pour accompagner ces collectivités. On a aussi édité des outils, créé des guides, des outils pour leur faciliter la tâche. Et puis, dernièrement, on a signé un contrat avec une société qui réalise de la veille, donc ce qui nous permet de capter très tôt tous les projets d'équipement sportif, de manière à ce qu'on puisse réagir et contacter les collectivités le plus en amont possible du projet. On a aussi lancé une phase d'actualisation du recensement des équipements. On le verra un peu plus tard. On est encore très loin d'avoir recensé toutes les salles. Donc voilà, il faut qu'on continue à mener cette mission. On a aussi sollicité les clubs pour essayer d'identifier ceux qui rencontraient de fortes problématiques autour de l'éclairage artificiel, mais aussi autour du matériel et notamment les poteaux filets. Donc là, on a mené cette enquête avec quelques sociétés qui sont soit partenaires ou qui sont très au fait de nos besoins. Donc voilà un petit peu en quelques mots les travaux qu'on mène autour des équipements. Voilà, je ne vais pas m'attarder dessus. On va passer au point suivant, qui est l'état des équipements. Alors, dans un premier temps, donc on a dégagé quelques statistiques qui nous a semblé être pertinentes à vous présenter grâce à la base de données DataES. Donc, c'est le ministère qui met à disposition cette base sur Internet, donc un accès libre à partir des déclarations des propriétaires. Donc, effectivement, c'est une source d'information très riche. Donc, à travers cette base, voilà, on a dégagé quelques statistiques. Notamment, ce qu'il faut retenir, c'est que les salles qui ont été construites avant 1985, donc qui ont plus de 40 ans, ça représente 45% du parc d'équipements. Et si à cela, on rajoute les salles qui ont plus de 30 ans, on passe à 63%. Donc, effectivement, je pense qu'à travers ces chiffres, c'est pas surprenant de dire qu'aujourd'hui, notre parc d'équipements sportifs, et en particulier les salles multisports, est plutôt vieillissant, voire même vétuste ou obsolète. D'autant que ces salles très anciennes, pour la plupart, enfin en tout cas la moitié de ces salles, n'ont jamais bénéficié de gros travaux. Donc pour illustrer mes premiers propos autour de cet état des lieux, voilà, on vous présente une cartographie, pareil, qui est issue de la base DataES. Donc là, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que plus c'est foncé, plus c'est vert foncé et plus le parc d'équipement est ancien au sein du département. Donc quand on voit on peut distinguer assez facilement quelques départements dont les salles ont 40% des salles de plus de 30 ans, voilà, sont présentes sur leur territoire. Donc pour en citer quelques-uns, dans le sud, on retrouve le Lot-et-Garonne, l'Aveyron et le Vaucluse. Et sur la zone plus au nord, nord-est, on retrouve voilà, la Côte d'Or, la Nièvre, la Meuse, le Bas-Rhin, et puis un peu à l'ouest, l'Orne. Voilà, donc ce sont effectivement des départements lourdement impactés par cet état de vétusté. Les autres, alors on distingue aussi les territoires ultramarins qui ont plutôt un parc plutôt assez jeune, voilà, avec des salles un peu plus récentes. Alors, petite précision par rapport à ça, dans cette statistique, en fait,
seulement les salles qui ont des tracés de badminton et pour lesquels les propriétaires ont déclaré la présence d'un club, voilà, ont été pris en compte dans ce calcul. Donc, et visiblement, voilà, pour les territoires ultramarins, voilà, ce sont plutôt des salles plus récentes à ce niveau-là. Donc, pour faire le lien aussi avec notre réalité à nous, propre au badminton, voilà, on vous présente quelques statistiques. Alors, oups, c'est allé un peu plus vite. Ouais, pardon. On vous présente quelques statistiques un peu plus précises sur l'état de nos salles, de nos salles. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que 3680 équipements sportifs aujourd'hui sont associés à un club, alors soit à la fois pour les créneaux d'entraînement, pour le tournoi, mais parfois pour les deux. Donc, si on fait un petit focus sur seulement les équipements qui sont classés, et effectivement, voilà, on est encore loin d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, recensé toutes les salles. Si on fait un focus sur les 1798 salles, ben, vous avez en bas un petit diagramme qui représente enfin, en fait les différents niveaux de classement des salles. Donc effectivement, on repère assez vite que bon nombre de salles ne sont pas conformes à nos règles techniques. Je reviendrai un petit peu plus précisément sur la salle suivante. Ce qu'il faut retenir également, c'est que la moyenne des salles qu'on occupe à 35 ans, la moyenne des équipements est de 35 ans. Et si on va encore un peu plus loin pour les salles qui ont plus de 40 ans, donc construites avant 1985, 66% de ces salles sont hors sécurité. Donc en gros, pour résumer, ben, en fait, on est plutôt sur des salles très anciennes et souvent plus elles sont anciennes et elles sont sujets à être hors sécurité. Donc pour un peu mieux comprendre cette notion de hors sécurité, on va passer à la slide suivante. Voilà, donc là, on rentre un peu dans les détails. Alors, il y a un petit décalage par rapport aux chiffres que je vous ai présentés juste avant, là, les 2715 équipements classés. Il y en a un peu plus, effectivement, dans notre base que ce qui a été déclaré par les clubs, tout simplement. Enfin, il y a plusieurs raisons par rapport à ça. Soit c'est parce que les clubs enfin, voilà, ont perdu des créneaux ou n'utilisent tout simplement plus cette salle voilà, de leur propre volonté. Soit c'est des clubs désaffiliés, donc du coup qui ne sont plus représentés au sein de la famille fédérale, ou soit ce sont des salles qui ont été recensées qui sont pas occupés, mais dans une optique de diagnostic territorial et d'une meilleure connaissance du parc, on va dire, existant, dans le but de créer, pourquoi pas, d'autres clubs. Voilà, pour expliquer un petit peu cet écart. Donc, du coup, sur les salles classées, finalement, ça peut paraître assez surprenant, mais finalement, on a très peu de salles classées, donc ça représente 3% du parc. Effectivement, voilà, donc vous avez le diagramme qui représente le détail. Donc, ça représente au total 83 salles. Si on fait un petit peu un focus sur les hauteurs réglementaires, on a effectivement un peu plus de salles, mais qui voilà, ne sont pas classées parce que d'autres critères ne sont pas cochés. Donc, on est un peu moins de 300 salles qui ont la hauteur réglementaire. Si on prend uniquement les gymnases qui ont une hauteur dérogatoire, donc entre 6,79 et 8,73, on est à 1119 salles et toutes les salles, donc on va dire inférieures à cette hauteur minimale dérogatoire, ça représente aussi le bon nombre de salles. Sur les salles hors sécurité, effectivement, on approche les 60%. Donc, elles peuvent être hors sécurité pour différentes raisons. Donc là, c'est représenté par le petit camembert. Donc certaines sont hors sécurité par rapport au poteau, d'autres pour le sol et d'autres qui peuvent être aussi impactées par rapport au type de poteau. Voilà. Donc on peut aussi retrouver le cumul de tous ces critères et donc notamment 57 gymnases cumulent ces trois critères. Et pour finir sur cette statistique, ben, il reste effectivement 38% de salles qui sont hors classement. Alors le hors classement, c'est bien un classement, c'est-à-dire qu'il ne répond pas aux règles techniques, mais ne présente pas de dangerosité particulière pour les pratiquants. Donc, ils sont classés dans cette catégorie hors classement. Voilà. Et donc, pour finir sur ma présentation, je voulais insister un peu sur justement ces fameux critères qui entraînent un classement hors sécurité d'une salle. Ils sont de trois ordres. Le premier, c'est les tracés qui ne respectent pas les distances minimales de sécurité. Donc ça, vous pouvez retrouver les conditions
de classement à travers notre brochure des règles techniques. Ensuite, le deuxième critère, ce sont les salles équipées en poteaux hors sécurité et qui devraient être mis en conformité depuis 2008. Et puis le dernier critère, c'est effectivement le type de sol qui ne répond pas aux normes, à la fois à la norme européenne 90 902 et la norme 14 904. Voilà. Donc voilà les trois critères qui peuvent soit se cumuler ou on peut retrouver dans certaines salles un ou deux critères qui amènent ce classement hors sécurité. Donc voilà pour ce petit état des lieux qui vous permet un peu de mieux appréhender voilà, la situation du badminton en termes d'équipement et plus globalement le parc équipement français. Là, pour entrer dans le vif du sujet, je vais donc du coup donner la parole à mes acolytes qui sont Xavier Vorus et Alain Huet pour vous parler de l'ensemble des leviers d'action qui vont permettre de se lancer dans la rénovation des équipements sportifs. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Xavier Voruz, je suis architecte de formation et j'accompagne, je forme et je conseille les maîtres d'ouvrage essentiellement publics depuis bientôt 25 ans. Donc, après une vingtaine d'années passées dans le groupe Caisse des dépôts, je suis désormais indépendant. Donc, je fais du conseil sur le montage opérationnel et formation dans ce domaine également. Et je suis chargé de mission équipement auprès de Nicolas Galtier et toute l'équipe depuis 4 ans pour essayer donc d'accompagner le développement du badminton par le redéploiement des équipements. Je suis investi personnellement dans le badminton depuis une vingtaine d'années également. Donc, on va parler maintenant des enjeux de la rénovation des équipements sportifs au-delà de ce constat qui a été dressé par Nicolas et qui est largement partagé, que la plupart des équipements, on est quand même à près des 2 tiers des gymnases utilisés par le badminton en France qui ont plus de 30 ans et près de la moitié qui ont plus de 40 ans. Donc, on perçoit bien aujourd'hui la nécessité d'engager une rénovation massive. Donc, avec des enjeux qui sont très présents, très actuels, qui est donc en plus de ce vieillissement constaté des équipements, il y a l'urgence climatique qu'on constate, il y a la baisse des ressources budgétaires des collectivités et il y a également la nécessité d'économiser les ressources. Donc l'urgence climatique, elle est présente aujourd'hui, hein, on n'est plus dans un scénario du futur. Le réchauffement, le dérèglement climatique sont présents. Hein, on a tous en tête l'année 2022 et on constate, et pas seulement dans le sud de la France, on constate que les gymnases commencent à devenir difficilement utilisables à partir, selon la région et selon les années, du mois de mai, voire parfois du mois d'avril, et parfois jusqu'en septembre, voire octobre. Donc, il y a une nécessaire adaptation des bâtiments au changement climatique. La baisse des ressources des collectivités, c'est une réalité également, encore plus en ce moment. C'est à la mode, hein, mais je pense que ça risque de durer assez longtemps. On sait que l'État cherche à faire des économies à toutes les échelles. Ça se traduit par une baisse des ressources budgétaires des collectivités. Ça se risque de se traduire malheureusement aussi par une restriction des financements des rénovations. Pendant, on verra avec l'intervention de l'Ordès qu'il y a quand même des nombreux leviers financiers pour obtenir, pour aider à financer ces rénovations. Il faut savoir que près de 90% des équipements sportifs sont portés par les communes et la quasi-totalité par les collectivités si on ajoute les départements et les régions pour les gymnases de collège ou de lycée. Il y a la nécessité de faire plus avec moins, donc hein, ça c'est quelque chose qu'on a. Sachant que la construction neuve représente chaque année entre 1 et 1,5% du patrimoine bâti, il faut penser à tout ce qui existe et qui va perdurer pendant encore plusieurs dizaines d'années. Donc, il faut d'abord agir sur l'existant et à plus grande échelle, compte tenu de l'état de ces équipements, de l'urgence à faire face à l'augmentation des températures et de l'impératif d'économiser l'énergie et les ressources. Donc, l'énergie, c'est évidemment pour faire face aux engagements que nous avons pris collectivement dans le cadre des accords de Paris, c'est
également pour baisser les coûts de fonctionnement, puisque en 2022, en plus de la canicule, on a vécu la guerre en Ukraine et l'augmentation, l'explosion des coûts de l'énergie. Donc, plus on économisera de l'énergie, moins on sera vulnérable à ces augmentations qui risquent d'arriver de plus en plus fréquemment de ce coût d'énergie. Et donc, sachant aussi, en ce qui concerne les ressources en complément de l'énergie, qu'une rénovation consomme entre 40 et 80 fois moins de ressources en termes de matériaux qu'une construction neuve. Donc ça pose aussi la question dans l'économie des ressources, dans le recyclage et le réemploi aussi, dont on parle de plus en plus, de ce choix de rénover plutôt que de construire. Et puis s'ajoute à tout cela une obligation réglementaire d'économiser le foncier également, donc économie d'énergie, de ressources et de foncier. Tout le monde a en tête aujourd'hui le ZAN. Donc, de rappel simplement, le ZAN a été instauré depuis 3 ans par la loi Climat et Résilience, confirmée par une loi de juillet 2023. L'essentiel, c'est que la consommation d'espaces naturels va devoir être réduite de moitié entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente, avec un objectif du zéro artificialisation nette en 2050. Donc là aussi, ça plaide en faveur de rénovation, de restructuration d'équipements existants ou, à tout le moins, une reconstruction sur place plutôt que sur de la construction neuve. Donc ce constat étant posé, ces objectifs et ces enjeux étant rappelés, on va rapidement parler de la distinction entre rénovation, réhabilitation, restructuration, parce que le terme générique, c'est la rénovation. Et donc, il y a les 3 R. Le premier degré d'intervention, c'est la rénovation énergétique. Alors aujourd'hui, elle est largement favorisée par les textes, la loi climat et résilience, et pas seulement, mais aussi par de nombreux dispositifs de financement qui y sont attachés et dont va nous parler l'ANDES. Suite à la rénovation d'un bâtiment, c'est en complément des subventions qui vont pouvoir être apportées dans la rénovation énergétique, on sait que suite à la rénovation du bâtiment, on va générer des économies d'énergie qui vont pouvoir être entrées dans un modèle financier qui va permettre de déterminer un temps de retour. Donc ça, c'est très intéressant aussi dans la communication avec la collectivité, insister sur le fait que l'investissement n'est pas perdu, puisque on va en 15, 20, 30 ans pouvoir amortir l'investissement par simplement la baisse des coûts de fonctionnement. Et ce, d'autant plus que le prix de l'énergie augmente. Évidemment, on peut profiter d'une rénovation énergétique pour apporter d'autres améliorations. Ça, c'est Alain Hurel qui va en parler dans la partie suivante. Donc, rénovation du sol, rénovation de l'éclairage, qui, sans pour autant aller forcément jusqu'à une rénovation complète. Alors, la rénovation complète, dite aussi rénovation lourde, ça, c'est si l'état de l'équipement nécessite une rénovation de toutes ses composantes, une grande partie, donc l'enveloppe en particulier, sans pour autant modifier la structure ni l'usage du bâtiment. À ce moment-là, on parle d'une rénovation complète, une rénovation lourde. Dans le montage financier, on distinguera à ce moment-là les travaux de rénovation énergétique, largement subventionnables, et les autres travaux de rénovation qui entrent dans un processus de financement classique. Alors, la réhabilitation, qui est souvent confondue avec la rénovation, la différence, c'est qu'elle procède de la réutilisation d'un bâtiment existant dont l'usage va évoluer à la suite des travaux. Exemple, une salle polyvalente qui existe, qui était une salle des fêtes, elle est transformée en un gymnase multisport ou spécialisé. C'est une opération de réhabilitation. Dans ces exemples d'opérations réalisées et réussies, Alain Hurel va aussi parler de la transformation d'un ancien local industriel en local de sport. On parle de réhabilitation. Elle peut, là aussi, intégrer une rénovation énergétique et bénéficier des dispositifs de financement qui sont attachés. Et enfin, la restructuration, donc restructuration avec ou sans extension. Une opération de restructuration, ça implique une intervention en profondeur sur le bâti qui aura pour l'effet d'en changer certaines caractéristiques, soit structurelles, soit volumétriques. Une opération de restructuration, elle peut être complétée par une ou plusieurs extensions qui vont être plus ou moins imbriquées avec l'existant. Exemple, la restructuration-extension du complexe sportif de Marseillan, un projet qui est en travaux depuis 2 ans et qui est en voie de se terminer.
Sur l'image que vous voyez ici, on a le volume principal qui est un bâtiment existant avec 2 annexes derrière qu'on voit légèrement. C'est en cours de rénovation complète. Auparavant, on a ajouté des extensions qui apparaissent devant en biais éclairé sur l'image et ont permis, chemin faisant, d'assurer une continuité d'exploitation de l'équipement puisqu'on a livré les extensions et ensuite, alors qu'elles sont en fonctionnement, on s'occupe de la rénovation de l'existant. C'est une opération de restructuration, extension. Donc, en conclusion, oui, ici, on a aussi également ajouté de la production photovoltaïque en toiture, en autoconsommation, ce qui contribue à générer des économies d'énergie. Donc, on génère des économies d'énergie par la rénovation du bâtiment et on vient couvrir une part de la consommation résiduelle par de l'autoconsommation individuelle ou collective. Préciser que cette opération a été réalisée dans le cadre d'un marché global de performance qui associe conception, réalisation et exploitation maintenance avec engagement de performance sur 10 ans. Donc, en conclusion, on agit à plusieurs degrés sur l'existant. Donc, ça va de la simple rénovation thermique jusqu'à la restructuration complète d'un bâtiment, avec ou sans extension. Et donc, on va dégager des scénarios suivant une échelle de coût qui peut être fonction de l'état de l'équipement considéré, de l'ambition portée par la collectivité ou autre porteur de projet, si c'est un club ou une ligue, par exemple, et de la nécessité également de faire évoluer l'équipement selon les normes, les nouveaux usages, etc. Je passe la parole à Alain. Je crois qu'on est revenu dans le timing. Merci pour votre attention. Tout d'abord, bonjour à tous, je me présente, je suis Alain Hurel, badiste depuis 25 ans, architecte HMONP depuis 15 ans et co-gérant de l'agence Plateau. On a la chance d'accompagner la FFBAT depuis maintenant 6 ans dans les réflexions et la formation des agents autour de la question des équipements. Et donc maintenant que Xavier nous a présenté le contexte global, nous allons voir comment cela peut se traduire dans le projet et notamment le projet architectural. Donc les 3 axes qui vont permettre de structurer le projet, c'est les objectifs qu'il ne faut à aucun moment perdre de vue, le contexte qu'il faut bien appréhender afin que le projet reste cohérent et les actions qui vont découler. Et enfin, nous finirons par voir 2 exemples de rénovation. Alors, si l'objectif peut être divers, entretenir le patrimoine, économiser l'énergie, comme on a pu en parler déjà, réduire les dépenses ou diversifier l'offre d'une collectivité, il ne doit à aucun moment oublier l'objectif de base de tout travaux dans un équipement sportif, à savoir améliorer les conditions de la pratique sportive. Donc pour ce faire, on a défini 3 grands items pour le contexte. Donc il y a l'usage du bâtiment, l'état du bâtiment et l'environnement du bâtiment. Cette prise en compte du contexte vise à comprendre les problématiques du bâtiment, de ses utilisateurs et de son environnement afin de cerner les travaux à effectuer. La première question à se poser est donc celle de l'usage. Est-ce une salle dédiée à une pratique unique qui ne répondra donc qu'à un seul cahier des charges, ou est-ce une salle multisport qui doit prendre en compte l'intégralité des contraintes des différents sports qui s'y déroulent? L'exemple type est l'impossibilité de mixer le tennis et les autres sports à cause de la nature du revêtement de sol imposé par la Fédération française de tennis. La deuxième question, c'est à quel niveau évoluent les clubs résidents? Cela aura un impact direct sur la spécificité technique, tant en termes d'éclairage, de sol sportif que d'espaces mis à disposition pour les médias, par exemple. Ensuite, il faut voir s'il y a notamment un usage scolaire, une question qui est anodine, qui ne doit aucunement remettre en cause les réglementations des différentes fédérations sportives, qui sont les seules validées par l'État, mais qui pose toutefois la question d'un usage différent, de la lumière naturelle, de l'utilisation des vestiaires et de la fluidité de surveillance des espaces connexes. Suite à la publication de la loi sur le sport du 22 mars 2022, cette question de la mutualisation des gymnases sportifs et du monde associatif sera de plus en plus prégnante dans notre quotidien. Et enfin, l'usage qui n'en est pas un, mais qui peut vite devenir une hantise pour nous concepteurs, la fameuse salle polyvalente. Si elle est désirée, elle ne doit pas dégrader la pratique sportive. Les équipements sonores ou lumière doivent respecter les espaces de jeu, et notamment les dégagements. Et le sol doit soit être prévu pour accepter le poinçonnement et chaussures de ville, ou être temporairement recouvert lors de manifestations diverses. Ensuite, il y a donc l'état du bâtiment. Donc, la seconde question, celle de l'état du bâtiment, c'est tout d'abord savoir le volume de la salle. De quel volume capable dispose-t-on? Sera-t-il suffisant pour ce qu'on veut réaliser ou faudra-t-il pousser les murs, envisager une extension?
Ensuite, il y a le diagnostic architectural et ou technique du bâtiment qui doit permettre de définir les degrés d'intervention à effectuer sur les différents éléments constitutifs du bâtiment. Et enfin, c'est désormais l'entrée la plus courante pour les travaux de réhabilitation, la performance énergétique. De quel niveau partons et quel niveau veut-on atteindre? Donc ça, c'est à la maîtrise d'ouvrage de définir certains de ces éléments. La troisième interrogation concerne l'environnement du bâtiment. L'idée sera de définir l'attractivité de l'équipement afin d'orienter avec pertinence le volume de travaux à réaliser. C'est l'équivalent d'un business plan pour une entreprise privée. Étant en milieu urbain, périphérique, rural, quels sont les accès, le stationnement, quels sont les autres équipements à proximité, quel espace libre reste-t-il sur la parcelle et quelles sont les possibilités de développement. L'idée n'est pas de faire dépenser le plus d'argent possible à la collectivité, mais bien de lui faire dépenser le mieux possible. Pour cela, il est inutile d'engager des travaux qui, à terme, devront être répétés ailleurs, car la salle ne sera plus en mesure de supporter l'accroissement d'activité, par exemple. Donc, on va dérouler. Maintenant que nous avons fait un tour rapide des grandes questions qui sont censées nous aiguiller sur la pertinence des travaux à effectuer, nous allons voir les grandes familles d'actions graduées en fonction de leur coût et de leur impact sur le bâtiment existant. Tout d'abord, nous avons les aménagements intérieurs. Donc ça, c'est des travaux de type entretien sur une temporalité qui devrait se répéter à peu près tous les 20 ans pour un coût qui est, on va dire, faible à moyen selon ce qui est décidé de faire. Les travaux d'aménagement intérieur doivent être l'occasion pour le sol, par exemple, de vérifier la qualité et la conformité du sol avec les différentes réglementations, s'assurer qu'il correspond à toutes les pratiques de la salle, vérifier les dimensions des terrains et leurs espacements, même dans le cas d'une simple rénovation. Car trop souvent, les terrains ont pu être mal implantés, donc la réfection du sol permet cette reprise. Et enfin, les parois et les sols, éviter les parois verticales blanches et les sols à trop forte réverbération. En effet, comme on est quand on joue au badminton, le volant est blanc, donc le mur, si le mur est blanc, en fait, on a du mal à distinguer le volant, tout simplement. Ensuite, nous avons les actions sur les équipements techniques. Donc là aussi, on est entre le travaux d'entretien et le travaux de rénovation énergétique. Donc là, ça peut être sur 20 ans également. C'est souvent un peu plus coûteux, mais c'est subventionné pour tous les travaux d'amélioration énergétique. Ces travaux sur les équipements techniques doivent permettre trois points. Proscrire définitivement les chauffages de type aérotherme ou à propulsion d'air ponctuel, car je vous rappelle qu'un volant ne pèse que 3 grammes et que tout système de chauffage ou de ventilation avec un air pulsé fort est problématique pour le déroulé du sport. C'est pour cela également qu'il faut favoriser les dispositifs de ventilation de type manche à air, avec un spectre de diffusion plus large qui crée donc moins de vent. Et enfin, vous devez en avoir l'habitude désormais, favoriser l'éclairage par des rampes LED, notamment situées entre les terrains. Ensuite, on a les travaux sur l'enveloppe du bâtiment. Donc là, on est plutôt ça peut être sur de l'entretien quand il s'agit de réparation de fuite, mais on peut être aussi sur de la rénovation énergétique, de la réhabilitation, de la restructuration. Donc là, on est sur des temporalités beaucoup plus longues. C'est plutôt de l'ordre de 40 ans, avec des coûts qui sont beaucoup plus élevés également. Et donc, c'est des travaux forcément plus invasifs, mais qui permettent de régler des problèmes insolubles autrement, à savoir éviter les éclairages naturels autres que ceux au nord, afin de limiter l'éblouissement, ou prévoir des systèmes d'occultation pérennes. Pensez au traitement acoustique à intégrer dans les parois et ou la couverture, afin d'éviter l'ajout de futurs panneaux absorbants au-dessus des zones de jeu. Et enfin, pensez aux effets visuels tels que les contrastes entre le volant et les parois, mais aussi éviter les bardages à claire-voie qu'on voit un peu se multiplier ces derniers temps dans les réhabilitations de salles de sport et qui pour nous pratiquants de badminton est difficile à gérer car en fait ça crée un effet stroboscopique et ça rend illisible la trajectoire du volant qui passe devant un bardage à claire-voie. Enfin, les travaux encore les plus lourds, donc c'est les travaux d'extension et de surélévation du bâtiment. Donc là, on est sur des travaux de réhabilitation ou de restructuration pour des temporalités de 50 ans et plus, avec des coûts qui peuvent, sur la nature du terrain et sur la nature des travaux envisagés, être beaucoup plus élevés. Donc ils sont certes plus rares, surtout pour la surélévation, mais qui posent forcément des questions intéressantes dans la mesure où ils permettent de retravailler en profondeur les questions d'usage. Ainsi, on pourra imaginer rehausser une salle afin d'offrir le volume de jeu réglementaire pour le badminton, à savoir les 9 mètres. Étendre la salle afin d'y agrémenter
des tribunes, une table de marque ou tout autre équipement indispensable à l'organisation du tournoi de badminton, car contrairement enfin, pour la pratique d'un tournoi de badminton, il faut savoir qu'on est autour de 200 personnes qui arrivent dans une salle de badminton, et donc il faut à la fois que ces personnes puissent pratiquer le sport, mais qu'elles puissent attendre pendant qu'elles ne sont pas en train de jouer, d'où l'importance des tribunes. Enfin, on pourrait y penser aussi à adjoindre des espaces de convivialité type clubhouse, ou permettre la croissance du club en lui offrant des terrains d'entraînement supplémentaires. Donc maintenant, je vais vous présenter deux réalisations de projet après ce rapide tour des types d'actions que l'on peut mener dans un bâtiment et qui ont un vrai impact dans la qualité de jeu. On va vous présenter deux exemples de réhabilitation de salles de sport où des problématiques diverses nous ont permis d'apporter des réponses sur la qualité d'usage des bâtiments sportifs. Donc, dans le premier cas, là, on est sur une salle de sport destinée principalement à la gymnastique, qui est une ancienne briqueterie à Sailly-sur-Alise, dans le Pas-de-Calais. Donc là, le programme initial du client était de la rénovation thermique avec une accessibilité PMR. Et donc, l'isolation thermique nous a permis de traiter l'acoustique par la mise en place d'un bac acier perforé. Donc ça, en fait, c'est des petites techniques, en fait, afin de dépenser moins d'argent, essayer de faire une action qui corrige deux problèmes, entre guillemets. La réfection du système de désenfumage a permis la mise en place d'une ventilation naturelle, donc un night cooling évitant le surbrachage dans la journée. Donc ça, c'est effectivement comme on devait revoir le désenfumage de la salle par des fenêtres, des exutoires en toiture. En fait, ça a été couplé avec un système automatisé de night cooling, donc qui permet effectivement un rafraîchissement de nuit. Et enfin, le traitement de l'enveloppe a permis de gérer les apports de lumière naturelle. Effectivement, on était sur des percements qui n'étaient pas forcément très bien orientés. Et du coup, dans certaines baies, afin d'éviter l'éblouissement, on a pu ajouter un bardage micro-perforé. Le second exemple, c'est la salle Verquin, du coup, à Verlinghem. Donc là, le programme initial du client, c'était une rénovation thermique et de l'accessibilité PMR également. Donc, on est sur un chantier qui est en cours avec une livraison prévue à l'été 2025. Donc là, le but premier, c'était effectivement de faire l'isolation thermique du bâtiment. Donc là encore, on a profité de cette isolation pour traiter l'acoustique. Et de plus, on a traité également le contraste en préconisant donc un bac acier perforé mais gris clair afin que le volant puisse ressortir mieux. Ensuite, il y avait un vrai problème de accès de système de chauffage puisqu'on était sur des aérothermes. Donc là, ça a été remplacé par des panneaux rayonnants et la ventilation qui a été ajoutée est traitée en gaine textile micro-perforée, ce qui permet d'avoir un spectre de diffusion très large et donc une vitesse de vent très, très faible. Et enfin, donc on est sur une salle des années 80 avec les grands pans de polycarbonate sur les deux pans. Donc on avait à la fois l'éblouissement du matin à l'est et du soir à l'ouest. Du coup, on a également mis un bardage micro-perforé devant les baies afin de briser cette entrée de soleil direct tout en laissant la lumière passer. Donc voilà, pour conclure, je vais revenir sur le premier travail que l'on a effectué pour la FFBAD. Donc la création du référentiel technique de qualité qui est un guide de conception des équipements sportifs. Le but de cet ouvrage n'est pas de se substituer aux règles techniques, mais bien d'accompagner les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, AMO, bureaux d'études ou entreprises à comprendre l'esprit de leur mise en application afin de concevoir des salles qui répondent parfaitement aux problématiques de notre sport. Je précise qu'il n'existe pas de version imprimée officielle afin de pouvoir le mettre à jour au fur et à mesure de l'avancée des réglementations et des techniques de construction. Nous vous invitons donc à le télécharger à chaque nouveau projet. Voilà, merci de votre attention et je laisse Nicolas reprendre la main. Oui, merci Xavier, merci Alain pour ce riche contenu. Concernant je vois un petit peu sur ce référentiel technique qualité bon, qui a été édité depuis maintenant quelques années, donc j'espère qu'il est un peu connu de tous. Si ce n'est pas le cas, comme l'a dit Alain, ben, je vous invite à aller le consulter et surtout à le télécharger sur notre site fédéral, hein, au lien qui était indiqué. Vous y trouverez justement toutes nos recommandations fédérales en fait dans différents domaines et on va dire, les plus impactants pour notre pratique. Donc, je ne vais pas les réévoquer puisque voilà, ça a été déjà dit par Alain. Il faut savoir que cette brochure, enfin ce guide, est évolutif et on prévoit notamment d'y ajouter de nouveaux chapitres. Donc la dernière mise à jour a été faite cet été là, sur l'éclairage, sur la partie éclairage.
Et là, on s'apprête peut-être à intégrer un autre chapitre à la fois sur la sonorisation et puis sur l'affichage de scoring. Voilà. Donc, j'espère que c'est un outil voilà, qui est utile pour vous. En tout cas, on l'a construit pour ça. Et donc, n'hésitez pas à aller le télécharger. Voilà. Donc, on va pouvoir passer désormais. Nicolas, Oui, Nicolas, on a peut-être 3 minutes on a peut-être 3 minutes pour répondre à une ou deux questions qui ont été posées sur le chat, parce que je crois que là, on est un petit peu en avance. Alors, j'ai répondu dans le chat, moi, sur la comparaison des coûts entre construction neuve et rénovation. Effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui a répondu très justement que, à faire une généralité, est-ce que c'est toujours plus cher de reconstruire que de rénover, hein? Parfois, une rénovation, surtout quand il faut intervenir sur la structure, etc., peut parfois être plus compliqué qu'une reconstruction. Donc, il y a une étude comparative qui est menée dans le cadre des études de faisabilité qui sont généralement confiées à un programmiste ou à une équipe de maîtrise d'œuvre directement. Donc, ça, c'est au cas par cas. Euh, et on dégage différents scénarios, généralement, et le maître d'ouvrage, donc la collectivité, la plupart du temps, en tant que financeur, porteur de projet, arbitre entre scénarios de rénovation légère, lourde, complète, en fonction des bénéfices qui sont attendus et en fonction de ses ressources. Donc, arbitre entre, et parfois, bien faire la bascule. Finalement, c'est moins contraignant, voire pas beaucoup plus cher de reconstruire. Souvent, euh, ça reste moins cher et surtout, on économise plus de ressources en rénovant. Donc, d'abord, aller sur la rénovation et ensuite, quand, euh, quand on voit que c'est trop compliqué, à ce moment-là, on peut envisager la reconstruction. Et une autre question, porte sur l'application de la réglementation, la RE 2020, en rénovation ou en construction neuve. Alors, on va commencer par la construction neuve. La RE 2020 ne s'applique pas encore aux équipements sportifs, elle s'applique depuis 2022 aux logements et aux locaux tertiaires ainsi qu'aux établissements d'enseignement premier et second degré. Donc, elle ne s'applique pas encore aux équipements sportifs, culturels et autres. Elle le sera, forcément, ça viendra. Euh, bon, donc, en gros, dans du neuf, si on a des locaux tertiaires tels que des salles de réunion, des choses comme ça, ou des locaux administratifs, elle va s'appliquer. Pour le reste, il va falloir faire une modélisation qui va s'approcher des modèles de la RE 2020, mais elle n'existe pas encore. Et sur, le, et sur la rénovation, ben, quand on est en rénovation, on a ce qu'on appelle la RT existant, donc la réglementation thermique pour l'existant, dont les modèles aujourd'hui sont plus proches pour ceux qui ont connu de la RT 2006, qui commence à dater. Donc là aussi, sur de la rénovation, il va falloir écrire les choses avec BET spécialisé pour qu'on ait des vraies exigences sur les performances thermiques et énergétiques du bâtiment qu'on va rénover. C'est à rédiger dans la programmation. merci Xavier pour ces compléments d'information. Donc là, on a rattrapé le timing, donc on arrive donc à midi moins le quart. C'est le moment de donner la parole à Monsieur Damien Go qui représente l'Andes et qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce matin pour vous présenter les principaux dispositifs d'aide financière pour les équipements sportifs. Voilà, donc je vous laisse la parole, Monsieur Go, pour intervenir. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? C'est tout bon pour nous. En tout cas, pour ma Ok, part, je vous parfait. entends bien. Voilà, merci. Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation. Je souhaitais, avant toute chose, comment dire, avant de parler des principales sources de financement, je voulais dire qu'il était important pour tous les acteurs qui allaient mener ces projets, alors que ce soit au niveau des élus, que ce soit les services, que ce soit les assistances à maîtrise d'ouvrage, de bien prendre en compte l'ensemble des cofinanceurs qui vont intervenir sur l'ensemble des projets. L'ensemble des cofinanceurs, ça peut être le département, enfin, ça peut être différentes personnes. Et il faut les impliquer dès le début du projet, même avant même que le projet débute, parce que, par exemple, vous l'avez montré tout à l'heure, vous avez tout un guide pour restructurer ou rénover vos terrains de bad.
et faire d'un gymnase entièrement dédié à cette pratique. Donc, il est important de se tourner vers le comité ou la fédération concernée, et puis également de mettre en œuvre avec la direction jeunesse et sport du département, des services départementaux qui, eux, vont aussi pouvoir vous cofinancer avec, par rapport au collège, au lycée, ou tout dépend des départements que vous avez, la politique sportive qu'ils peuvent avoir. Donc ça, c'est très, très important. Et puis après, les dragées, et ainsi de suite. Et puis si c'est la région, pour les lycées, les collèges et les lycées. Donc les principales sources de financement, c'est ce qu'on dit, donc c'est le conseil régional pour les collectivités et départemental selon leurs orientations. Pardon. Et ça, c'est très important. Donc s'il y a du collège, s'il y a de l'accueil de scolaires, donc collège, c'est le département. Et si c'est le lycée, bien entendu, c'est le conseil régional. Après, vous avez tout ce qui est dotation d'État, donc la DETR, dotation de soutien à l'investissement d'investissement local, donc la DESIL, et puis la DETR, donc interviennent sur l'ensemble des secteurs d'investissement des collectivités. Aujourd'hui, vous avez également simplement l'Agence nationale du sport qui est composée, donc vous le savez, donc la conférence régionale et la conférence des financeurs. Il y avait ce plan 5000 équipements, génération 2024, donc voilà, la note de cadrage va arriver en début d'année. Et en fait, sur le principe, en fait, c'est là aussi où il faut faire un peu de lobbying pour vos projets. Donc, il faut déjà interpeller les acteurs des collectivités qui siègent dans ces conférences. Il faut également monter le projet avec la direction jeunesse et sport. Ça, c'est très important puisque c'est eux qui vont prioriser dans les départements les financements. Et je vous le dis très clairement, si ces personnes ne travaillent pas le dossier en amont avec vous, ils prioriseront peut-être d'autres dossiers, tout simplement parce qu'ils les connaissent mieux, parce qu'ils connaissent la teneur du projet, ils connaissent comment dire, la réalité économique, ils connaissent tous les éléments qui peuvent le composer. Et puis après, il y a les fonds verts, bien entendu, même si ça a baissé un petit peu, mais il y a les fonds verts qui travaillent sur la rénovation énergétique des bâtiments publics. Ensuite, vous avez également les fonds européens, donc, notamment en faveur de la performance énergétique, donc le FEDER. Ça, c'est géré par le conseil régional, donc c'est pour ça qu'il est important de bien vous faire accompagner par tous les acteurs et les cofinanceurs, donc les services de la région. Et puis après, il y a le FEDER ou via Leader, donc en faveur des territoires ruraux. Donc ça, c'est géré localement au sein des groupements d'action locale, donc légal. Et après, il y a tout ce qui est prébonifié, la Banque des territoires, la BPCE et l'enveloppe de la Banque européenne d'investissement. Et ensuite, il y a aussi donc, tout ce qui est mécénat et crowdfunding. Et là, moi, je voulais apporter quelques éléments, puisque j'ai sur mon territoire, alors ce n'est pas du bad, mais c'est du paddle. J'ai quelques exemples. J'ai un exemple chez moi d'un club qui, lui, est arrivé à faire un prêt. Nous, la collectivité, donc nous l'avons suivi, le département l'a suivi, et je vais vous dire les chiffres après, ainsi que la région. Et donc le club a fait appel aussi au crowdfunding. Et donc en fait, si vous voulez, ils ont levé en tout, entre les prêts, la disponibilité qu'ils avaient, ils ont levé 300 000 euros. Nous, on a apporté 300 000 euros, le département pareil, et ainsi de suite avec la région. Donc ça, aujourd'hui, ce sont aussi des leviers de financement sur vos projets. Donc les projets participatifs, et avec même le club peut participer, bien entendu, à condition qu'il ait un peu d'argent, et tout dépend si c'est pour de l'accès libre ou autre. Et pour vous faire dire quelque chose quand même, c'est que moi, chez moi, j'ai de la demande sur même ça y est, j'ai perdu le nom, de l'activité libre sur du badminton, au même titre que sur du paddle, sauf que j'en ai pas. Donc ça, à mon avis, c'est un axe aussi à travailler.
mais ça m'appartient. Voilà. Et après, pour aller plus loin dans les sources de financement, il y a un guide Andes qui existe et qui est mis à jour annuellement. Donc, vous pouvez aller aussi le télécharger sur le site de l'Andes, tout simplement. Voilà, je suis allé assez vite, mais finalement, euh, voilà, je pense que voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, merci Monsieur Hugo. Oui, effectivement, alors on a un peu de temps donc par rapport au timing. Donc si Ça va, oui. des personnes veulent éventuellement poser des questions un peu plus précises là, sur le sujet, alors je viens de voir un commentaire dans le chat là, donc je ne sais pas si vous le voyez aussi, Monsieur Hugo. Ça fait rare de ma part. Peut-être voilà, je vous laisse éventuellement réagir en direct, comme ça, voilà, on répond de vive voix. Donc, sauf erreur de l'ANS, sauf erreur, l'ANS doit de la PS, APD, mentionne une subvention, ce qui induit une opération engagée tout au moins de conception. Oui, alors, concernant la question là, de Florian Erard sur l'ANS, et c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de construire avec la direction jeunesse et sport du département, du moins de la préfecture, euh, le projet. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle connaît comment dire, les dates, elle va pouvoir vous indiquer sur les dates à respecter pour pouvoir déposer votre dossier. Euh, et donc, vous, ça va vous permettre aussi selon le dossier que vous avez, de connaître l'enveloppe que pourrait vous allouer l'ANS. Est-ce que je suis clair ou pas? A priori, oui, il n'y a pas de Peut-être en réaction. complément, peut-être pour compléter le propos de Monsieur Go, effectivement, la question suppose qu'on engage des études avant de savoir si le projet sera financé. Et c'est une question qui pose la difficulté d'agir auprès d'une collectivité qui n'est pas moteur, qui n'est pas motrice. Moi, récemment, je discutais On ne peut avec pas un faire autrement, de partenaire. toute façon. Moi, je discutais avec un partenaire récemment d'une notion qui est intéressante à mettre en perspective, c'est le coût de l'inaction. On n'agit pas, l'équipement continue à vieillir et il y a un moment, il ne sera plus utilisable. Donc, parmi les leviers, hein, on parle évidemment du levier budgétaire. J'ai répondu dans le chat euh, une éventuelle responsabilité pénale du maire si un équipement n'est plus en sécurité. Ça peut aussi être un facteur déclenchant, mais ça ne fonctionnera que si, évidemment, le projet est finançable. Et quand on parle du coût de l'inaction, ben, ça veut dire que si on n'agit pas, on va continuer à gérer un bâtiment qui est une passoire énergétique, donc d'avoir des très fortes consommations. On peut avoir risque aussi de... Alors ça, c'est pour les équipements qui sont déjà chauffés, ou pas de climatisation, mais les équipements qui sont déjà chauffés, on peut avoir un risque de panne définitive de la chaufferie, et donc de fermeture de l'équipement. Et donc, il y a un coût s'il faut réparer en urgence, et il y a un risque s'il faut fermer l'établissement. Et là, on a un réel coût politique. Donc ça, il faut bien mettre en face de leurs responsabilités les élus locaux, mais faut aussi apporter des solutions. Et ce qui est très intéressant de ce que vous avez dit, Monsieur Hugo, aussi, parce on en parle beaucoup depuis plusieurs années dans la mission équipement, c'est dans l'évolution du financement du sport en France. On sait que le budget du sport est toujours le parent pauvre dans le budget de l'État, et on voit le retour de bâton après les Jeux Olympiques et le budget qui a encore été raboté. Ceci invite à mettre en avant les initiatives des clubs quand vous avez dit qu'un club pouvait directement ou indirectement participer au financement de la construction, au moins de la rénovation, de l'amélioration d'un équipement. Il peut participer au financement par des leviers de subvention auxquels il aura accès. Il peut participer à la marge par des cotisations de ses adhérents, et il peut également participer en prenant en charge une partie du fonctionnement de l'équipement. Bon, ce sera le sujet d'autres webinaires où on parle de Et l'évolution
des usages dans les équipements sportifs. Et après, Xavier, si je peux me permettre, le coût d'une mission de maîtrise d'œuvre, notamment dans les premières phases de conception, n'a absolument rien à voir avec un coût d'investissement dans des travaux de bâtiment. Il est pas rare qu'une mairie puisse missionner un cabinet d'architectes pour réaliser une faisabilité, par exemple en période préélectorale, afin d'avoir une image à montrer pour la campagne. Donc, à côté de ça, on peut également faire une faisabilité elle peut financer la faisabilité d'une rénovation d'une salle de sport. Ah ben, à plus forte raison si la faisabilité en question est cofinancée par les dispositifs fonds verts, fonds chêne. Donc, fonds chêne, vous en avez parlé, c'est dans le programme ACTE, donc Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. Une collectivité peut se voir financer jusqu'à 80% des études qui sont effectuées. Donc, il faut aussi informer les communes de cette possibilité qu'elles ont de faire financer leurs études. Là, l'étude de faisabilité va leur coûter quelques milliers d'euros au total pour vraiment savoir à quoi s'en tenir. Alors que les Alors, collectivités, alors qu'on puisse avoir 80%, c'est une chose, hein. Enfin, la réalité est quand même par moment tout autre. Euh, Concernant aujourd'hui enfin, les sources de financement, nous on vous les cite en tant que telles. On sait qu'elles sont amenées à évoluer malheureusement parce que on le voit et vous avez parlé aujourd'hui, enfin, l'après Jeux Olympiques. L'Andes s'est mobilisé très récemment et d'ailleurs est toujours en action aujourd'hui encore avec une proposition d'amendement pour faire en sorte que le sport finance le sport et on parlait du pari sportif pour essayer d'aller récupérer quelques 120 millions d'euros. Euh, j'ai pas l'amendement sous les yeux, mais j'aurais pu vous le partager, c'est dommage. Euh, afin que on puisse avoir quand même encore un peu d'argent pour pouvoir rénover, parce que malgré tout, et, enfin, je pense que c'est très important aujourd'hui. Euh, les départements n'ont plus d'argent, vous l'avez entendu, hein, enfin, comme moi. Les départements n'ont plus de ressources. Les régions vont devoir aussi serrer la ceinture et nous, les collectivités également. Alors, j'espère vraiment, nous, par exemple, à Romans, je parle de ce que vraiment que je connais, à Romans, et je l'ai partagé avec d'autres, mais euh, on décide de ne pas baisser l'investissement pour continuer à réinjecter dans l'économie. Et ça, c'est très important. Mais des collectivités n'auront peut-être pas le choix, parce qu'elles ont des services restreints, elles n'ont pas déjà. Enfin, voilà. Euh, donc là, il va falloir être vigilant sur les demandes effectivement de financement, parce que certains ne pourront peut-être pas arriver à financer tout seuls les équipements. Et c'est pour ça que les services de l'État, il faut travailler conjointement avec eux, avec les fédérations, pour arriver au bon moment, être en place au bon moment. Alors, je sais que ça coûte un peu d'argent au départ, hein, vous l'avez dit, même si ça peut être financé à 80%, les études, mais c'est important de les faire et d'avancer pour être prêt à l'instant T où les dépôts de dossiers seront à faire. Parce que l'ANS, vous ne faites pas un dépôt de dossier, par exemple, à n'importe quel moment. Donc voilà, vous n'avez pas dans n'importe quel dispositif. Et c'est pour ça que nous, on a créé une source de financement, du moins un guide des sources de financement. Il n'est pas exhaustif. Et c'est surtout que si vous vous appuyez les services de l'État ou des différents acteurs, ils pourront, eux, vous guider sur, bah, tiens, cette partie-là, elle pourrait aller sur une partie du fonds vert, cette partie, elle pourrait aller sur l'aménagement du territoire. Là, on peut passer en décile, et etc. Donc, il est très, très important vraiment de construire et de co-construire vos projets avec les acteurs concernés et de ne pas les oublier, mais vraiment. Et de conseiller les élus ou les techniciens à aller dans ce sens-là. Voilà ce que alors je monsieur, peux. très bien, merci Oui, Monsieur Hugo. Le temps tourne. Juste une petite question. J'aurais moi une petite question par rapport au guide que vous avez édité avant d'enchaîner sur le témoignage de la ville de Saint-Nazaire. Est-ce que ce guide, en fait, il est accessible à tous ou ça ne concerne uniquement que les adhérents de l'Andes? Est-ce que, par exemple, une société enfin, qui présente là sur ce webinaire, s'il veut avoir accès à ce guide, est-ce que c'est possible?
Il faut qu'elle passe par une collectivité effectivement adhérente. D'accord. Voilà, bah oui, bah parce qu'on essaie aussi de fidéliser et d'amener les services à nos adhérents en particulier, même si on se bat pour le sport pour tous. Mais oui, oui, le principe est d'être adhérent pour pouvoir avoir accès pardon, au guide des sources de financement. D'accord. Merci. Du coup, on Voilà. va passer au sujet suivant. Avant de laisser la parole à Monsieur Lecomte, qui représente aujourd'hui la ville de Saint-Nazaire, je vais prendre quelques minutes tout simplement pour vous présenter un peu le club qui réside dans la salle qui a été rénovée, pour lesquels Monsieur Lecomte va vous présenter un petit peu le cheminement de ce projet. Alors, il faut savoir que le club qui évolue dans ce gymnase, c'est le Badminton Saint-Nazaire. Il a à peu près 300 licenciés, donc 80 jeunes, et possède une école de jeunes labellisée 2 étoiles. Sa meilleure équipe en interclub évolue en départemental 1. Et puis, pour finir, c'est un club qui dispose d'un entraîneur qualifié sur un statut auto-entrepreneur. Voilà un petit peu pour planter un peu le décor et mieux comprendre voilà, dans lequel ce projet de rénovation a été réalisé. Donc, monsieur Lecomte, je vous laisse la parole pour intervenir. Merci, Monsieur Galtier. Vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon? Ouais, on vous voit, c'est bon Ok, très pour bien. nous. Très bien, parfait. Eh ben, bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation de la part de la Fédération de badminton. Peut-être avant de commencer sur la présentation du groupe projet, juste resituer Saint-Nazaire, qui est une ville de 75 000 habitants qui se situe en Loire-Atlantique. On a environ une quarantaine d'équipements sportifs et une trentaine de gymnases. Donc voilà, c'est pour peut-être resituer aussi le sujet par rapport à d'autres villes et d'autres périmètres qui sont peut-être différents du mien. Et voilà, on n'est pas une généralité, mais voilà, l'idée, c'était de pouvoir faire un témoignage de comment on a pu fonctionner. S'il y a des questions, bien entendu, n'hésitez pas à repasser par la Fédération de badminton. Je pourrais me rendre disponible un autre jour, soit par téléphone, soit par mail, s'il y a besoin de répondre à des questions complémentaires sur la méthode. Par rapport au groupe projet, si je commence par ça, il faut savoir qu'on a toujours la même méthodologie, peu importe les rénovations qui peuvent se passer par rapport à Saint-Nazaire et peut-être la jeunesse du projet. Au début du mandat dans lequel on est actuellement, en fait, le thème fort qui a pu être indiqué par les élus, c'était la rénovation des équipements sportifs. On a beaucoup d'équipements qui datent des années 75, 75, début des années 80 avec, comme on l'a pu l'entendre dans cette présentation, donc une vétusté qui commence à s'affirmer sur pas mal d'endroits, et a été identifié le fait de pouvoir reprendre à peu près un gymnase par an en rénovation importante. C'est des montants considérables, mais vraiment la situation était telle que les risques de sécurité qui ont pu être évoqués étaient vraiment présents dans pas mal d'endroits. Et donc, un plan de rénovation a été indiqué pour être repris sur une dizaine d'années avec un gymnase par an. Donc voilà, avec comme objectif à l'intérieur de ce projet de pouvoir, au-delà de la rénovation, intégrer la transformation énergétique qu'elle peut aussi d'aborder, sur tout ce qui est économie d'énergie, mais aussi faire en sorte que l'équipement génère moins de fluide dans l'année, notamment par rapport à la période hivernale. Donc voilà, en dehors de ça, l'idée était de pouvoir voir comment à l'intérieur de cette rénovation, on pouvait améliorer l'usage et en l'occurrence, ce gymnase qui est utilisé majoritairement par le club de badminton, avait des besoins pour améliorer sa pratique, notamment par rapport au nombre de terrains et faciliter les accès pour être autonome et être utilisé plus longtemps en semaine et aussi le week-end. D'où la mise en place du contrôle d'accès ou l'automatisation de l'éclairage pour ne pas faire venir un gardien en marge des créneaux. Donc voilà par rapport à peu près à la jeunesse du projet sur comment a débuté les travaux de rénovation. Donc voilà, si je rentre un peu plus dans le vif du sujet sur la question du groupe projet, comme c'est indiqué dans l'intérieur de la présentation, on peut identifier vraiment trois grosses thématiques. Donc la ville, bien entendu, puisque ben, c'est forcément une partie prenante indispensable. Si jamais la collectivité n'est pas convaincue qu'elle ne fait pas les rénovations, ben, on ne peut pas avoir de projet.
Comme on indiquait, donc, des élus qui ont identifié cet équipement comme quelque chose de majeur et d'important à rénover. Et, maire, le duo maire et adjoint sport, et les techniciens. Donc nous, on est configurés dans notre ville avec une direction du patrimoine qui définit la partie structurelle de ce qu'il faut rénover. Et nous, la direction des sports, qui travaillons sur tous les aménagements d'usage, tout ce qui concerne les homologations, les certifications par rapport au label ou par rapport aux pratiques. Et on fait toutes les démarches par rapport aux entreprises spécialisées sur les terrains de sport, puisqu'on a une compétence sur le montage de cahiers des charges par rapport au sol sportif, notamment. Donc voilà, donc c'est ce duo-là, vraiment technicien plus ville, qui a pu vraiment permettre d'arriver au bout du projet. Et bien entendu, les entreprises, le bureau d'études qui ont travaillé pour pouvoir identifier ce qui était le plus judicieux entre rénovation ou destruction et reconstruction, comme on l'a pu entendre aussi. Et enfin, bien entendu, associé au tout départ du projet, le club qui a été associé pour savoir vraiment ses besoins, comme je le disais au tout début de la présentation. Si on peut passer à la deuxième slide. Merci beaucoup. Donc par rapport au calendrier, c'est, on va dire, 2 ans de travail. Si je résume, hein, bien entendu, c'est peut-être un peu plus long que ça ou un peu plus compliqué au-delà de ces 2 lignes par rapport à comment ça peut être fait. Mais si je synthétise, on a vraiment eu 1 an vraiment de gros travail sur la définition des besoins, à la fois du côté, je le disais, technique. Par rapport au bureau d'études et, et chez nous, la direction du patrimoine, qui a travaillé vraiment sur tout ce sujet-là pour générer ce cahier des charges qui allait être nécessaire aux appels d'offres pour sélectionner les entreprises, pour pouvoir arriver en fait avant la période estivale 2022 à avoir vraiment les entreprises identifiées pour participer à ce programme de travaux et un cadencement des choses qui puissent se faire. En marge de cela, bien entendu, pour nous, c'était un gros travail pour pouvoir identifier le relogement des utilisateurs, notamment du club de badminton, puisque ben, sur un projet de donation qui dure 1 an, ben, si vous fermez l'équipement, que vous ne proposez rien, ben, le club il n'existe plus. Donc, on a travaillé en marge de cette année sur ces thématiques-là pour commencer les travaux de réhabilitation à la rentrée septembre 2022, avec toutes les phases qu'on peut avoir dans des constructions. Je ne rentre pas beaucoup plus dans le détail. Et pour finir, en fait, par la partie sportive que nous, on a menée et qu'on a gérée, à savoir la partie vraiment sol sportif et matériel sportif sur bah, ces travaux de finition, puisque ben, forcément, l'idée étant de pouvoir avoir le terrain le plus qualitatif possible. Donc, forcément, c'est quelque chose sur lequel on doit terminer si on ne veut pas abîmer le sol par les autres opérations. Donc en tout, vous avez à peu près le détail des chiffrages des travaux, hein. Donc j'ai fait une synthèse donc, de la réhabilitation structure avec toutes les thématiques qu'on peut avoir à l'intérieur. Je vous laisse prendre connaissance de ce que j'ai pu indiquer avec une indication à environ 1,4 million de travaux à ce niveau-là. On a travaillé aussi sur, je le disais tout à l'heure, par rapport à l'économie d'énergie avec l'aménagement de panneaux photovoltaïques à hauteur de 200 000 euros pour à la fois le coût budgétaire euh, et la partie, on va dire, environnementale. Et au niveau de la rénovation du sol sportif, je le disais tout à l'heure, avec des entreprises qui ont été sélectionnées par rapport à un appel d'offres et qui a des charges qui a été identifié sur une typologie de sol qui était conforme à la pratique du badminton de niveau régional et voire plus, hein, qui se fait un peu partout dans toutes les salles. Et enfin, du matériel sportif qui a été rénové dans son entièreté. Pas qu'il était dépassé, mais on partait du principe que c'était peut-être judicieux de repartir sur quelque chose de neuf. Et donc, on a réutilisé le matériel qui était plus utilisé dans cette salle pour le mettre dans d'autres où le matériel était en souffrance. Voilà, donc si jamais je reviens sur le coût total, 1,7 million par rapport à l'ancien. Donc voilà, donc vous avez une photo, une illustration qui est très intéressante que M. Galtier a pu récupérer de la part du club pour voir d'où on partait avec un gymnase qui commençait à être défraîchi en grosse difficulté avec une passoire thermique très très importante. Il fallait venir l'hiver pour voir vraiment comment c'était très compliqué, avec des phénomènes de glissance qui étaient très très importants et très prononcés et sur lesquels le club se plaignait souvent. Pour arriver à la photo du bas, pour avoir quelque chose de vraiment de plus qualitatif visuellement et très confortable sur la période hivernale. En tout cas, le retour qu'on en a pu avoir du club l'hiver dernier, c'est que c'était vraiment très appréciable de pouvoir venir dans des bonnes conditions et d'avoir été écouté et entendu par la ville pour pouvoir prioriser ce projet.
je me permets de conclure en disant que et M. Galtier l'a évoqué, hein, c'est pas forcément le niveau en fait du club qui nous a amené à arriver à cette chose-là. C'était vraiment une opportunité d'un gymnase qui était en grande souffrance et qui était la jeunesse de cela. Mais notre volonté, c'était aussi de pouvoir entendre vraiment le club, qui est pour nous un club résident de cette installation et qui participe vraiment au fait que ce gymnase-là est derrière bien entretenu. Voilà, c'est vraiment un duo gagnant qui a été fait à ce niveau-là. Et après un peu plus d'un an d'exercice, eh ben, écoutez, nous, on en est toujours très contents. Le club aussi, apparemment, et l'équipement vit bien. Voilà ce que je peux en dire. Merci, Monsieur le comte. Merci pour votre témoignage et cette belle rénovation. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une rénovation réussie, bien sûr au profit d'un club de badminton en particulier. J'espère que ça en appellera d'autres, parce qu'effectivement, au vu de notre état des lieux, on est effectivement loin, très éloigné encore de ce niveau-là. Donc j'espère que malgré aussi la conjoncture et budget serré, effectivement, on arrivera à accompagner de nouveaux projets de ce type-là. Avant de laisser la parole à Eric Salanouba, qui est notre directeur général de la fédération, là, juste pour réagir et répondre à Guillaume Delcourt du CNOSF, qui est aussi parmi nous aujourd'hui, concernant effectivement l'accompagnement d'un référent technique pour ce projet. Alors, il existait déjà, avant le début de cette Olympiade, déjà des personnes formées, effectivement, plutôt à l'échelle régionale. Donc, on avait un lien direct avec les régions qui accompagnaient les projets voilà, sur tous les territoires. Donc, par ce biais-là, il y avait déjà cet appui au niveau régional et bien sûr plus celui de la fédération. Et là, désormais, depuis 4 ans, on s'efforce, comme je l'ai dit au tout début, à étoffer ce réseau justement en formant des référents sur les comités, voilà, pour être encore plus en proximité, pour avoir une meilleure connaissance du territoire et des besoins des clubs. Voilà. Donc, ça se construit, ça progresse doucement, mais voilà, sûrement, j'ai envie de dire. Du coup, voilà, je vais laisser la parole et le mot de la fin à Eric Sanouba pour nous parler un petit peu de sa vision autour des équipements et conclure ce webinaire. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, moi je t'entends à Très mon bien. niveau, a priori c'est bon. Merci Nicolas. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier effectivement d'être aussi présent encore à midi et quart. Plus de 80, près de 80 personnes, donc ça fait plaisir. M'excuser aussi parce que j'avais prévu d'assister quand même à la visio, donc, et j'ai été retenu jusqu'à maintenant d'un rendez-vous qui était beaucoup plus long que prévu. Du coup, je vais peut-être dire des choses qui ont déjà été évoquées. Je vous prie de m'en excuser, mais je vais de toute façon tâcher d'être bref et effectivement vous dire un petit peu les objectifs et ce que souhaite faire l'enjeu qui est important pour nous à la fédération, les équipements. Euh, pour nous, c'est un enjeu très important, les équipements. Donc, vous avez vu pour effectivement tout ce qui est la rénovation et la création de nouveaux équipements. Alors, c'est un enjeu très important parce que, comme vous allez me dire, comme beaucoup d'autres disciplines sportives, ben, on bénéficie des retombées des Jeux Olympiques et on est en croissance. Et c'est ça que je voulais vous expliquer. C'est qu'aujourd'hui, pour la troisième année consécutive, le badminton de la fédération va battre son record de licenciés. On va vraisemblablement être vers les 220 000, 230 000 licenciés. On est un sport, il faut bien avoir en tête qu'on est un sport jeune, c'est-à-dire qu'on est arrivé, on occupe les mêmes équipements que les sports de ballon, basket, handball, volley. Or, on est arrivé un peu après, donc c'est vrai que ben, on manque d'équipements et on doit se battre pour gagner des créneaux et il faut on travaille très bien avec les fédérations. L'autre élément que faut vous ayez en tête aussi, qui fait que le badminton va se développer beaucoup, c'est qu'on est un sport mixte, vraiment par définition. Alors vous le savez, mais c'est vrai que par rapport aux collectivités, aux assistants maîtrise d'ouvrage, le badminton se pratique très facilement entre hommes et femmes. Il est très accessible en termes de coûts, en termes de pratique, et il est pratiqué à tous les âges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on peut faire du badminton jusqu'à 80 ans et même après sans difficulté. Et on constate dans l'évolution de nos licenciés qu'on a de plus en plus de seniors qui pratiquent. Donc on est à peu près à 32-34% de nos pratiquants. Ça augmente qui ont plus de 35 ans.
ce qui, dans le cadre du sport santé, nous garantit qu'effectivement, on est aussi un sport qu'on va pouvoir beaucoup développer. Et l'autre élément qui peut justifier que le badminton, effectivement, mérite d'avoir des beaux équipements et de développer des équipements, c'est qu'on continue, nous, les Jeux Olympiques, par un Paris 2025, c'est-à-dire qu'on organise les championnats du monde en août 2025 à Paris, ce qui, on l'espère, va nous permettre de profiter, enfin, de rebondir sur nos 2 médailles paralympiques. Et donc de continuer à faire la promotion du badminton sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, ce que j'espère, c'est que tout ce qui vous a été démontré, en fait, et montré, va vous inciter à continuer à travailler avec nous. La fédération aujourd'hui accompagne effectivement ces clubs et les collectivités par Nicolas et ses équipes par du conseil. On espère effectivement un jour pouvoir aider aussi financièrement ou travailler sur un modèle de maison du badminton régional, local, duplicable avec les collectivités. On voit qu'on a quand même certains exemples qui commencent à arriver et on travaille dessus. Et pour nous, d'avoir effectivement des équipements de meilleure qualité, encore plus adaptés à nos règlements est essentiel. On a bien conscience qu'il faut aussi qu'on combine les exigences scolaires des collectivités par rapport à la pratique scolaire et la pratique en fédération. Je crois que vous avez dû l'évoquer, pour nous, c'est parfaitement compatible. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions, d'autant qu'on est un des premiers sports scolaires et qu'il n'y a aucune raison que ça ne perdure pas. Voilà, donc je voulais simplement voilà, vous remercier d'avoir participé à ce webinaire, vous dire qu'on est complètement à votre écoute s'il y a besoin. Il y a les coordonnées bien sûr de Nicolas, mes coordonnées aussi. Et j'espère que voilà, ça vous a été profitable, ce webinaire. Et je reste à votre écoute s'il y a des questions éventuelles sur la fin de ce webinaire. Merci Eric pour ce mot de la fin. Voilà, donc s'il y a quelques questions, on peut tâcher d'y répondre. On avait prévu de clôturer le webinaire à 12h30. Donc, s'il y a des réactions, des questions, si vous voulez revenir sur certains sujets abordés tout au cours du webinaire, c'est encore possible. S'il n'y a pas de réaction, de main levée ou de questions posées dans le chat, du coup, on va arriver à la fin de notre webinaire. C'est le moment de remercier très chaleureusement tous ceux qui m'ont aidé, voilà, toute l'équipe autour de moi qui m'a aidé à construire ce webinaire. Bien sûr aussi remercier tous les intervenants qui sont intervenus durant ce webinaire. Je remercie bien sûr Landes pour sa participation, la ville de Saint-Nazaire qui nous a aussi fait une très belle présentation de leur projet de rénovation. Et bien sûr, merci à tous ceux qui ont participé à ce webinaire, tous ceux qui se sont connectés à ce webinaire et ce qui fait aussi la réussite de ce webinaire. Donc, je ne vous cache pas que c'est évidemment une agréable surprise. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de personnes inscrites. Donc, pour nous, on est évidemment très satisfaits et ça démontre que ce sujet de rénovation voilà, est important et intéresse beaucoup de monde. Donc nous, voilà, comme l'a dit Eric, on est voilà, à votre disposition. Vous avez nos coordonnées à la fin du support qui vous sera renvoyé ultérieurement avec le replay. Donc si vous avez des questions sur nos règles techniques, si vous avez des doutes sur certains aspects qui sont parfois un peu difficiles à interpréter, à comprendre, voilà, nous, on est à vos dispositions. On donne de notre temps pour voilà, aider à ce que voilà, de beaux projets comme ça se réalisent au service du développement du badminton. Donc, écoutez, il est 12h20. Je vous dis bon appétit à tous. J'espère que ce webinaire voilà, a répondu à toutes vos attentes et je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver sur un autre moment, puisque je pense que ce premier webinaire en appellera d'autres, donc sur d'autres thématiques peut-être plus précis. Mais on tâchera voilà, de vous informer et de vous inviter à nouveau à participer à ce type de webinaire. Merci à tous et bonne fin de journée et peut-être à bientôt si on se croise. Merci. Merci de votre participation. Merci.